Donc c'est une vidéo, on est chez Pascal Pro, donc c'est l'heure des pros sur CNews le matin. Vous avez remarqué dans la vignette qu'il y a Pascal Pro qui est en mode comme ça intelligent et qu'il y a Bolloré en tout petit qui le regarde en mode hé. Et en fait, la raison de cela, c'est parce que je pense que, vous savez, Bolloré, il est attaqué. Il y a une guerre civile chez les élites. On a parlé de ce gars de ASU 2000 qui veut pas jouer le jeu du Covid et de toutes ces histoires-là de complot, je sais pas quoi. Et du coup, ils l'ont fait tomber. Et il est actuellement en prison. Et il cherche à faire pareil avec Bolloré. Et il cherche à le faire depuis un certain temps. Je pense que Bolloré fait partie de ceux qui sont trop puissants pour faire tomber facilement et qui ne veut pas jouer le jeu. Loin de moi l'idée de dire Bolloré est un ange, machin, c'est un milliardaire, il fait des trucs de milliardaire, il y a forcément des trucs qui puent du cul dedans, dans ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui veut pas jouer le jeu de l'état profond apparemment, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Bolloré? Il utilise comme l'état profond ses médias, donc Cyril Hanouna et Pascal Pro, pour dire allez-y les gars, attaquez l'état profond. Et c'est exactement ce qu'ils font tous les deux. C'est pour ça que Cyril Hanouna, il a les positions qu'il a. Et c'est pour ça que CNews et Pascal Pro, il a les positions qu'il a. Du coup, dans un mouvement de vengeance des dernières attaques de Bolloré, je pense que ça a été alimenté. Et du coup, il y a Bolloré qui a passé un coup de fil à Pascal et qui lui a dit psst, va falloir que tu me casses de l'état profond là parce qu'il me saoule les gars. Donc, du coup, Pascal Pro, il s'y est mis à la mission et il a fait une émission juste hallucinante qui aujourd'hui fait beaucoup de dégâts. Donc, regardons et discutons ensemble. Ça va durer un certain temps. J'ai découpé les extraits les plus intéressants. Cyril Cohen, qui est immunologue à l'université de, comment on dit, Bar-Ilan ? Bar-Ilan, c'est exact. Bar-Ilan en Israël, et ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce que je rappelle que vous êtes Marseillais, et vous avez quitté Marseille il y a combien de temps maintenant ? Présentation. 30 ans exactement. 30 ans exactement, et vous vivez en Israël, où vous êtes devenu un immunologue réputé. Alors on va parler du Covid ce matin. Vous connaissez John Ioannidis ? John Ioannidis, oui. Oui, Ioannidis, oui. Bon, c'est l'épidémiologiste. Est-ce qu'il est exact que c'est l'épidémiologiste le plus réputé au monde ? C'est un épidémiologiste très sérieux, oui. Bon, et il est professeur au département de médecine. Oui, bon, département d'épidémiologie. Alors, première chose qu'on apprend dans sa vidéo, qu'est-ce qu'il dit c'est ce qu'on vient de voir. Bon. Et il est professeur La létalité du virus a été complètement surestimée. Létalité. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Ioannidis ? Il dit les toutes dernières évaluations publiées montrent que la létalité avant vaccination du Covid sur les tranches d'âge inférieures à 70 ans s'avère encore inférieure à celle qui avait été évaluée. Vrai ou pas ? Dans un sens, oui, vrai. C'est-à-dire que... C'est terrible. Ce que vous dites est terrible parce que, en fait, ce que disait Perron ici, est validé aujourd'hui par des études, alors qu'on nous a dit le contraire depuis 2 ans quand même. Une létalité comparable à celle de la grippe pour les moins de 69 ans. Il dit encore Ioannidis, il dit soit une létalité égale en réalité à celle de la grippe pour les adultes jusqu'à 69 ans et même inférieure pour les jeunes et les enfants. C'est vrai ? Je n'ai pas tous les chiffres personnellement, mais c'est assez. Je pense que c'est assez proche. Je ne sais pas si c'est 69 ans, si c'est 60 ans, mais c'est assez proche. Mais une fois de plus, blablabla, parce qu'il essaie toujours de ramollir un petit peu. Les mesures de contraintes sanitaires n'avaient aucun bénéfice. Il dit depuis 2020 il parle des évaluations rassurantes confirmées depuis quant à la dangerosité du Covid. Il a également participé avec des collègues italiens à une analyse très fine de la situation rencontrée à cette époque en Italie du Nord. Fin 2020, il avait montré dans une étude comparative entre 63 pays et territoires que les mesures de contraintes sanitaires n'apportaient pas de bénéfices probants. Vrai ou faux ? Il y a une réponse entre vrai et faux. faux. Voilà. Non, mais ce que vous dites est terrible. Franchement, ce que vous dites est terrible parce qu'on nous a enfermés.
Et est-ce qu'il y a un bénéfice probant à nous avoir enfermés? Oui ou non? Je peux comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice? Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice, oui. Du moins, la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face, les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. Voilà. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020 jusqu'à juin 2020, et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant. Je ne pense pas qu'il y avait un bénéfice. Oui, je vous le dis, c'est juste effrayant. Et en effet, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je n'ai pas pu le dire publiquement, mais dès le printemps 2020, cette situation m'a rendu fou. Je pense que c'était une question d'instinct, c'était une question de rapport à la soumission, et c'est vrai quand même qu'on a bien vu que quand on joue sur l'affect de la peur en politique, eh bien, on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe quel peuple. Moi, je veux quand même rappeler qu'il y a quand même eu 156 000 ou 157 000 morts en France. Exact. Première chose. Deuxièmement, c'est des chiffres, facile. Pardonnez-moi, c'est des chiffres, des chiffres que tout le monde, beaucoup remettent en cause. Pas les 156 000, pas les 156 000, mais jamais de la vie. Mais pardonnez-moi, je réponds précisément sur ce que vous dites. J'entends sur ce plateau des gens qui étaient en phase terminale, qui avaient un cancer XXL et qui sont morts dans les 3 derniers jours du Covid, qui ont été comptabilisés Covid. Vrai ou faux, monsieur Cohen? Moi, je connais aussi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, mais dites, ayez le courage de dire les choses. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a eu une surmortalité vraiment importante en Suède par rapport à la France en 2020? La Suède n'avait pas fait de confinement, il n'y a pas eu de surmortalité. C'est une excellente question. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas vous dire. Deuxièmement, rappelons que la France a moins confiné que la plupart des pays européens. A moins confiné. Vous pouvez rire. Non, vous pouvez rire. Alors, pourquoi elle rit, Elisabeth Lévy? C'est parce que la France a confiné moins que la Chine, c'est sûr. Super, on ne vit pas en Chine, youpi, tralala, super, on est très heureux. Sauf que la France était un pays leader en confinement. Elle ne faisait pas partie des pays qui ont confiné peu, il faisait partie des pays qui ont confiné beaucoup. Donc, dire cette chose-là, c'est une ânerie et c'est de la mauvaise foi. Donc, continuez, agent. Tous les pays ont confiné. Oui, ils ont tous imité la Chine, qui est un pays totalitaire. Et la France a... oui. Les masques, ce n'était pas une bonne idée, apparemment. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises sur l'efficacité du masque? Oui, on a des études précises. On a juste des études quelquefois contradictoires. Une fois de plus, C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent que le masque sert à rien? Il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait, mais... Je sais. Non, mais moi, je vous adore, hein, parce que là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France, on n'ose pas dire ça. Hein. Attention, hein. Ce que vous dites là, on n'ose pas le dire. Hein. Alors, moi, je pense que dans les endroits clos, par exemple, hier, j'étais dans le métro à Paris, hein, j'ai mis mon masque. Mais de manière générale, je pense que si on est à l'air, si on est dans des endroits où il y a c'est fluide, etc., c'est pas une chose. Non, sérieux. Non, mais on nous l'a imposé dans la rue. Mais je sais. Mais ça, non, en Israël, on l'a enlevé. Je me souviens, on avait peut-être eu une interview où j'avais dit, écoutez, on ne met pas le masque. On a imposé à des gens de mettre le masque dans la rue. Alors là, il faut dire un truc, c'est que ce gars-là, le Cohen, il essaye vraiment d'adoucir, tu sais, parce qu'il a le cul entre deux chaises, dans le sens où il doit dire une vérité parce qu'elle est vraie, mais rester aussi dans la rhétorique pour pas perdre sa position, parce qu'il fait partie des professeurs les plus éminents et il sait très bien ce qui arrive à ceux qui vont contre la rhétorique. Donc là, vous le remarquez comment il galère, le gars, il galère sévèrement à essayer de rester cohérent. Il doit toujours trouver des trucs pour se faufiler entre oui, tu as raison Pascal, mais je peux pas dire ça exactement. Donc, alors, il y a beaucoup qui disent Pascal Praud, il a attaqué Perron. Dans cette vidéo, il dit justement, mais attendez, moi je suis un con, j'ai attaqué Perron. Plusieurs fois dans la vidéo, il fait, attendez, on avait le professeur Perron qui disait exactement ces choses-là et on l'a attaqué, maintenant vous me dites le contraire. Plusieurs fois dans la vidéo, il le dit. Donc, encore une fois, Pascal Praud, c'est Pascal Praud. C'est pas un média alternatif, c'est pas quelqu'un qui a su se tenir toujours correctement, c'est pas quelqu'un qui a su toujours rester du côté de la vérité.
mais c'est aussi quelqu'un d'opinionné. Vous savez. Deux, trois petites choses. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises? Est-ce que le vaccin empêche beaucoup à la folie la transmission du virus ou pas? Est-ce que le vaccin empêche la transmission? Oui ou non? Un peu. Juste après la vaccination. De manière générale, on nous a vaccinés pour ça. Hein. On est tous allés le 12 juillet 2021, quand Emmanuel Macron a parlé, il nous a vaccinés pour protéger les autres. Hein. Mais c'est ce qu'on... Il faut... Attention, parce que là, moi je vous annonce un scandale possible les prochaines années. Hein. Parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Hein. Et qui commencent à accumuler des informations. Moi, ce que je trouve, je ne dis pas ça. Je ne dis rien. Non. Je dis que pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés? 6 mois après, on le savait, Gérard. Pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés puisqu'ils ne finissaient pas en réa? On leur a dit vous vaccinez. On les a empêchés de faire du basket, du football. On a empêché toute une génération de faire ça. Des gens qu'on a mis sur les sofas pendant des mois. C'est franchement. Ah oui, c'est facile. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est facile après coup. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. Oui, Rudy. C'est pas tout. Même le vaccin qui nous a sorti du Covid. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti du Covid, oui ou non? Le vaccin protège essentiellement des formes graves, ce qui a dicté souvent notre politique sanitaire. C'est ce qui est arrivé dans les urgences, d'accord? Et la deuxième chose, attention, ça va être, je pense que c'est l'Omicron. Je pense que c'est l'exposition naturelle. Et ça, je l'avais dit déjà plusieurs fois. Notre stratégie... Donc ce que dit Gérard n'est pas vrai. Mais si, il fallait vacciner. Non mais oui ou non? Bien sûr qu'il fallait vacciner. Bon, voilà. Est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans? Oui. Vous voyez, il dit une chose et il dit son contraire. C'est pour ça que Pascal Prod, il pète les plombs et il finit par demander des questions binaires parce que le mec, il te dit le vaccin, ça sert à rien, mais oui, il fallait vacciner. Pourquoi? Vous comprenez? Il vient ramollir le truc, mais là, voilà, l'histoire, ça commence à se voir un petit peu là, vous comprenez? Oui ou non? Je pense... Parce qu'en plus, il s'engage juridiquement. Hein, ces réponses, elles peuvent être utilisées contre lui juridiquement plus tard, quand tout ça va éclater. Que c'était moins urgent. Nous sommes d'accord. Donc, il ne fallait pas les vacciner. Et il dit à la fin, il ne fallait pas vacciner les enfants. C'était pas urgent. Allez, ajouter une chose, c'est que ces dernières semaines, il y a plein d'études qui sortent sur les effets terribles sociaux, économiques de toutes ces mesures sanitaires, notamment sur le quoi qu'il en coûte, qui n'ont absolument pas aidé les gens défavorisés. Deuxièmement, je ne veux pas lancer une mauvaise polémique, mais toute cette politique sanitaire, en France en tout cas, elle a été faite avec l'approbation générale de la majorité de la population. Et ça, il faut quand même le remarquer. C'est la politique les confinements, les passes sanitaires, La etc. politique du sofa. Bien sûr. Mais bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui étaient super contents de se confiner, d'avoir les séries télé, d'avoir les pop-corn à domicile. Et donc, il ne faut pas se contenter de critiquer l'État. Alors ça, vraiment, il faut le garder en tête, c'est très important. Et on va parler à la fin du live avec pourquoi ces gens-là doivent avoir notre consentement dans ce qu'ils font. Gardez bien en tête ce qu'il vient de dire parce qu'en effet, surtout en France, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contents et qui ont voulu défendre cette rhétorique. Et moi, des fois, j'étais attaqué par des gens qui avaient vraiment pas de lien avec des Soros ou des je sais pas quoi, tu vois, des Bill Gates ou de l'État, juste des voisins terrifiés qui étaient complètement manipulés par les médias et qui, ça les arrangeait de se faire passer pour des bien-pensants et dire ferme ta gueule, va te faire vacciner parce que si tu te fais pas vacciner, t'es une personne méchante, moi regarde, j'ai mes 3 vaccins et tout. Et ça, c'est de la bien-pensance facile en fait. Donc, il y a eu beaucoup de ça et il ne faut pas pointer le doigt que vers l'État. On a eu l'État qui en a mérité là. Oui. Mais la responsabilité individuelle était beaucoup engagée dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui ont résisté. Parfois, ils l'ont payé en perdant beaucoup de choses, mais ils ont résisté. Et ça, c'est important. On avait le choix. C'est pas qu'on n'avait pas le choix, c'est juste qu'on avait un choix compliqué. Un choix où si on voulait rester droit, bah, on perdait beaucoup de choses. Et si on ne voulait pas perdre ces choses, bah, il fallait vendre notre âme. Donc c'était ça le choix. Et beaucoup ont fait le choix de se vendre. C'est comme ça. Ils ne comprenaient pas la gravité de ce qu'ils faisaient. Mais bon, voilà. Si on continue, la vaccination des enfants représente plus de risques que de bénéfices. Écoutez bien ce qui est dit là. On est d'accord que ce sont des sujets 100% complotistes, tout cela. Est-ce qu'on a des études sur ces vaccins et ses effets secondaires? Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires que sur un autre vaccin? Alors, de manière générale, les effets secondaires qui ont été recensés
avec ces vaccins sont pratiquement, je dirais, ressemblent beaucoup à des effets secondaires avec d'autres vaccins. La question, c'est quelquefois la fréquence. Je parle de la nature et la fréquence. Une des choses qu'Israël, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes, entre 16 et 25 ans, est beaucoup plus importante. Non. On n'a rien dit. Depuis juin 2021, on en parle. Juste, je vous laisse, cette réaction, elle est juste incroyable. Le gars, il sait qu'il est en contradiction, il sait qu'il est en train d'arrondir un angle droit, tu vois, et voilà, oui. Mais surtout, comment il peut parler? Enfin, je veux dire, les jeunes étaient un bout de liste de ceux qui étaient genre prévus pour être vaccinés. Écoute la suite, tu verras. Mais juste, je remets la réaction qu'il a eue à ses propres propos. 25 ans est beaucoup plus importante. Non. On n'a rien dit. Depuis juin 2021, on en parle. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Jeunes. C'est-à-dire qu'on a vacciné des jeunes gens qui n'ont aucun risque de terminer en vaccination. Jeunes Vrai ont ou pas? le risque d'aller en réanimation était pratiquement zéro. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'autres considérations. Un, il y avait le temps. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on doit vacciner les enfants, ou j'entends cette histoire de vacciner les 6 mois à 4 ans, je l'ai déjà dit, je le dis là de la manière plus claire, si j'avais un enfant dans cet âge-là, je ne courrais pas du tout le faire vacciner. D'accord? Est-ce que Nathan Dever, qui est en pleine forme, doit se faire vacciner selon vous? Est-ce que Nathan Dever, à quel âge vous avez, Nathan? 24 ans. Vous n'avez aucune comorbidité, vous êtes en pleine forme, etc. Est-ce que le bénéfice-risque, il doit se faire vacciner? Oui ou non? Moi, c'est une question simple que je vous pose. Est-ce que Aujourd'hui, la balance bénéfice-risque a bien changé parce que l'Omicron est beaucoup moins dangereux que ce qu'on connaissait il y a un an. Le Covid a été utilisé pour des fins politiques. Est-ce que vous diriez, quand vous considérez l'ensemble de la gestion de la Covid, qu'il y a eu de graves erreurs techniques ou non? Il y a eu des erreurs. Je pense que, une fois de plus, je ne vais pas rentrer trop dans le politique parce que c'est pas mon domaine, mais dans chaque pays, même en Israël, on a un peu utilisé le Covid à des fins politiques, un peu beaucoup, même quelquefois. Mais pour moi, la plus grosse erreur, et ça, je vous le dis en tant qu'une personne qui a été justement au Parlement israélien au mois de septembre, par exemple 2020, je me souviens très bien de cette réunion où j'étais pour laisser les écoles, du moins les écoles primaires, ouvertes. D'accord? Et ça, pour moi, c'est un drame. Empêcher l'éducation, fermer les écoles, pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver. Alors, les amis, maintenant on attaque le sujet Fact and Furious qui est directement lié avec le sujet qu'on vient d'aborder. Vous savez qu'en ce moment, il y a le scandale avec les fact-checkers qui vient d'éclater. Maintenant, on va parler un petit peu pourquoi les fact-checkers, ils sont vraiment sur le feu. Il disait en 2020, sur tous les points qu'on a vu, les 7 points, on va voir ce que disaient les fact-checkers, ok? Concernant la létalité du Covid surestimée, 20 minutes dans sa section de fact-checking nous disait gare à cette fausse infographie sur le taux de létalité du coronavirus. Et donc, il te donne un paquet d'arguments pour en fait à la fin te dire que c'est bon. Voilà, on a écrit ça dans le titre, mais en vrai, quand on cherche, on ne sait pas trop. Ensuite, une létalité, le deuxième point qu'on a vu dans l'émission tout à l'heure, une létalité comparable à celle de la grippe pour les moins de 69 ans. Factuel AFP qui nous dit non, les chiffres de l'OMS ne montrent pas que le Covid est moins grave que la grippe. Donc, ils détournent la phrase, ils disent moins grave que la grippe, alors que ce n'est pas ce qui était dit, mais c'est pas grave. Et dedans, ils te donnent des choses, c'est toujours obscur, c'est toujours chaotique. Et il n'y a rien. Ensuite, et en plus aujourd'hui on sait que c'est faux. Ensuite, les mesures de contrainte sanitaire n'avaient aucun bénéfice. Vous avez TF1 Info qui dit le confinement a-t-il été inefficace contre l'épidémie comme le suggère Didier Raoult? Et ils te disent dedans que si, ça a été efficace. Alors que statistiquement et factuellement, ce qui est avéré par la suite, c'est que ce n'était pas efficace du tout. Du coup, on a confiné les gens pour les confiner dans leur tête. Et je vous ai pris un extrait de l'article qui dit des erreurs méthodologiques a priori grossières. Pourtant, l'un des 4 auteurs, le professeur John Ioannidis, c'est la personne Pascal Praud a mentionné. C'est un des plus grands virologues du monde. D'accord? Et donc, il parle de lui, écoutez ce qu'ils disent. Le professeur John Ioannidis est une
un pont de l'épidémiologie à Stanford et l'un des professeurs les plus cités au monde, mais il est aussi, depuis le début de l'épidémie, devenu hostile aux mesures de régulation. Ancien rédacteur en chef de l'European Journal of Clinical Investigation, revue dans laquelle est publiée son étude, il est en effet déjà fait remarquer en mars dernier en émettant l'hypothèse que le coronavirus pourrait être moins dangereux que prévu. Donc déjà à l'époque, le mec il disait ça et c'était la pointe de la virologie mondiale. Et pour finir, le Covid a été utilisé pour des fins politiques. Alors Agnès Buzyn et son mari, Didier Raoult et la chloroquine, on a examiné au microscope les 20 affirmations d'un message censé prouver un scandale d'État. Et ça c'était à l'époque où Raoult parlait un petit peu de Buzyn et aussi des liens chelous entre le mari d'Agnès Buzyn, le laboratoire P4 et tout machin là. Il se trouve qu'Agnès Buzyn, elle est en examen aujourd'hui. Donc, de ceux qui écrivaient ça, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la source, pardonnez-moi. Ah, France TV Info. Ok, France Info. Voilà, toujours la section fact-checking. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avec les révélations, et ce n'est que le début des révélations, les fact-checkers, ils sont dans une position vraiment merdique. Et au lieu de faire le choix de « Ok les gars, on avoue notre erreur », on a écouté bêtement, on ne vous apportait pas les faits, on vous apportait ce qu'on nous disait d'au-dessus, mais nous sommes ni journalistes, ni rien du tout, juste on transmet ce qu'on nous dit de dire, d'accord? Du coup, pardonnez-nous, on va essayer d'être plus sérieux. Non, ils ont choisi l'autre chemin de « Je n'accepte aucune forme de responsabilité » parce que ils sont comme ça, ils viennent de ce niveau de l'humanité, juste en dessous de la lie de l'humanité, vous comprenez? Ils viennent de là. Coup de théâtre, 10% de myocardite post-vaccination. Attention aux interprétations trompeuses d'une étude parue dans le Lancet. Alors, les myocardites, vous avez entendu dans la vidéo qu'il parle que les myocardites, c'était quand même un grand problème avec les effets secondaires du vaccin. Je ne sais pas si j'ai gardé ce passage, mais si je ne l'ai pas gardé, pardonnez-moi, c'est une erreur. Il dit à un moment que la myocardite, c'est l'effet secondaire le plus observé des vaccins. Ouais, je crois et là, vous avez... voilà. Et donc, AFP Factuel qui a creusé un trou très profond duquel maintenant il a le choix et il y a beaucoup trop de chemin pour sortir vers le haut. Alors du coup, il préfère creuser de l'autre côté et passer de l'autre côté de la Terre plate. En discutant avec quelqu'un, c'est là où finissent tous ceux qui dépassent le fond. Donc, a priori, ça serait l'enfer là-dedans. Alors... Après toutes ces erreurs, ils veulent se réinventer. D'accord? C'est un article de William Oduro, qui est un fact-checker des décodeurs du monde, et qui nous sort cet article-là le 8 juillet 2022. Donc après que tout soit passé, après qu'on a forcé les gens, après blablabla, en plein doute, le fact-checking cherche à se réinventer. Polarisation des débats, théorie du complot, harcèlement. Ah! Les gars, chorégraphie, on regarde la main. On la tourne comme ça. Voilà. Les pauvres, ils se font harceler, les fact-checkers. Ils ont détruit des vies et c'est parce qu'ils reçoivent une insulte sur Internet, ça les dérange. Face aux limites de la vérification de l'information et à ses effets de bord, les acteurs de cette jeune profession cherchent de nouvelles parades. Cette jeune profession à qui on a accordé le droit de la vérité. Vous vous rendez compte? Donc, et restez, parce qu'on a aussi d'autres informations. La panique est telle qu'il mobilise tout le monde, et il décide de ne pas partir dignement, mais de continuer à creuser de plus en plus et de plus en plus vite. Ils essaient de focaliser donc l'attention sur Antoine Daoust et le sacrifier pour la cause, mais attention, on s'en fout de Daoust, c'est le réseau organisé de fact-checkers qui nous intéresse. Idriss est d'accord aussi. Et il dit, je continue à penser que le scandale Fact and Furious ne peut en aucun cas être le scandale Antoine Daoust. Pour ce volet, la justice suit son cours. Le véritable scandale est celui de la méthode de blanchiment de fausses informations et Daoust s'est sûrement fait broyer dedans. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il faut voir aussi que ces personnes-là peuvent aussi être des victimes. Alors certes, ils ont vendu leur âme, mais ils ont vendu leur âme pour pas grand-chose, mais ils n'étaient pas conscients dans quoi ils mettaient les pieds. Fact and Furious est fermé et toutes les traces sont en train d'être supprimées. La page Wikipédia a sauté. Ils sont en train de tout supprimer. Ça, si ça, ce n'est pas un aveu de culpabilité, je ne sais pas ce que c'est. Ils veulent supprimer complètement Fact and Furious pour dire non, nous on n'a pas de rapport. Alors, pour approfondir le sujet, il ne faut surtout pas rater cette interview de Xavier Azalbert sur Radio Courtoisie. C'est une interview qui a été publiée tout à l'heure.
et où il explique en fait, contrairement à ce que tout le monde dit, ce n'est pas depuis Malika qu'il y a toutes ces choses qui sont en train d'être exposées. Le mec là, ça fait un certain temps, plusieurs mois, qu'il est en train de creuser sur les fact-checkers, et c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer massivement. Et c'est pareil pour Idriss Aberkane. Moi je me rappelle il y a 2-3 mois de ça, où j'avais lu un tweet où il disait bon, si vous connaissez des fact-checkers machin, ou avait des choses là, où tu voyais qu'il voulait faire quelque chose sur le sujet. Donc les amis, cette histoire ne fait que commencer, et vous savez quoi, si vous creusez un petit peu, vous pouvez trouver même des liens entre les fact-checkers et les antifas, mais ça c'est un sujet qu'on va pouvoir peut-être aborder une prochaine fois, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu peux prouver. Et ils sont pas cons, ils cachent bien leur jeu, donc il va falloir qu'on trouve un petit peu plus de choses. Mais les antifas, vous savez pourquoi je dis ça? Si vous tapez mon nom sur Internet, tada, le premier article qui me fracasse la gueule, c'est un truc renverse.co. Ok? Et il me démonte la gueule, mais genre en racontant des mensonges, des calomnies, diffamations. Et il se trouve que c'est un site antifa. Remarque aussi qu'on remonte là l'échelle un peu de toute cette manigance et toute cette manipulation planétaire. McKinsey quand même, c'est eux qui ont conseillé concernant le programme de vaccination, c'est eux qui ont conseillé concernant les programmes de confinement, c'est eux qui ont conseillé concernant tout. Ils ont conseillé également les firmes comme Pfizer, ils conseillent tout le monde. Donc pas eux, ils sont quelque sur part les coupures d'électricité et les pénuries de bouffe et tout ça, ils sont pas impliqués aussi là sur ce qui arrive dans les semaines qui viennent là? Vas-y Nico, prends. D'abord on commence par la Chine. Alors vous avez certainement vu les grosses manifestations qui ont eu lieu partout. Vu que c'est un goulag informationnel, la Chine, en fait, je sais pas trop quoi penser. Alors évidemment, enfermer les gens et les contraindre, c'est une chose horrible. Et si les gens ils sont dans une condition horrible, ils ont tout à fait le droit de s'élever contre cet ordre-là. En tout cas, la chose intéressante, c'est que les premiers à se révolter, en quelque sorte, c'était la plus grande usine iPhone, d'accord, au monde, qui se trouve dans un truc que je ne saurais pas prononcer, qui employait entre 200 000 et 300 000 personnes. Et le truc, c'est que la stratégie Covid en Chine, ils les ont enfermés, en fait, ils les ont confinés dedans, et on leur a même donné même pas à manger, etc. Donc les gens, ils ont commencé tout simplement à fuir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette usine, la plus grande au monde, elle va avoir du mal à fournir les derniers iPhones pour les fêtes de la fin d'année. Ils vont avoir d'énormes problèmes d'approvisionnement pour la fin d'année. Mais ça, c'est une chose qui pourrait profiter à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Elon Musk. Elon Musk qui s'est vachement impliqué récemment pour la liberté d'expression et tout ce genre de choses. Il y a un marché qui s'ouvre et il est prêt à prendre ces marchés. Et il y a des rumeurs qui circulent depuis déjà 8-9 mois que Tesla se prépare à sortir un téléphone qui s'appelle le Tesla Pi Phone, qui devrait sortir, figurez-vous bien, c'est surligné en jaune, le Smart Tesla Pi 22 un peu plus bas, en décembre 2022. Coïncidence, intéressant. Moi aussi je trouve que c'est intéressant. Et si on continue un peu, il y a aussi également des suppositions qui tournent autour de l'idée comme quoi ces smartphones, il sera connecté directement au système Starlink en fait. Donc du coup, imaginez-vous un peu cette histoire. Un smartphone qui est connecté directement à Starlink, même si on coupe Internet terrestre, est-ce qu'il y a du coup toujours de la communication? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué. Non, il n'y aura pas de communication. Pour l'instant, le réseau satellite, il fonctionne de la manière suivante. Il y a un poteau qui envoie au satellite les informations d'Internet et il est sur la Terre pour chaque pays. Et en fait, les satellites ne servent qu'à rebondir le signal pour l'envoyer au réseau satellite. Mais ce poteau-là qui envoie le signal, lui, il le reçoit par les câbles terrestres. Pour l'instant, il n'y a pas de connexion où on peut utiliser le réseau de l'Autriche parce que les câbles français ont été coupés. Il n'y a pas ça pour l'instant. Mais la finalité de tout ça, c'est que en fait, peu importe lequel des poteaux tu enlèves, d'émetteurs tu enlèves, les autres peuvent compenser. Mais étant donné que le système est encore récent et en développement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Cela dit, déjà maintenant, ça veut dire que tu as un téléphone qui a des vitesses de ouf, peu importe où tu es.
vitesse internet de ouf, genre bon, pas aussi rapide que le 5G, mais pas aussi, on va dire un quart de l'optique, mais en mobile, n'importe où. C'est ridicule. Et surtout, il n'y a plus ces problèmes de je capte pas ici parce que je suis entre deux antennes, machin. Non, il n'y a pas ça. Donc, c'est costaud, mais c'est aussi un danger gigantesque. C'est genre un... Elon Musk est super chelou parce qu'il fait à la fois... Il fait les choses qu'il dénonce, en fait. Il parle des dangers de l'intelligence artificielle et il cherche à connecter notre cerveau avec un PC. Super. Ensuite, il parle des dangers de la liberté d'expression et de l'information et tout ça, et il crée un réseau inarrêtable d'Internet avec un téléphone qui se connecte dessus que tu ne pourras plus te cacher nulle part après, en fait. Une différence, en fait, de ce point de vue-là. Il y a une différence, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, sur ton téléphone, ton Internet, il vient de ton réseau 4G ou 5G, peu importe. Par contre, la position satellite, elle est prise par un satellite, un système de GPS. Avec le système d'Elon Musk, tu peux plus éteindre le système GPS. Quoi, en fait, on est en train de regarder un film, ouais. Et on va le voir pourquoi. Donc du coup, Elon Musk, et d'ailleurs pour ce que tu disais Léo, ça c'est 20 minutes que nous apprend ça, Elon Musk menace de lancer un mobile alternatif à iOS, donc du coup à iPhone et à un Android. Sauf que d'accord, il combat le duopole Android et Apple Store. Mais par contre, regardez ce qu'il fait actuellement sur Twitter. Au final, il veut qu'il y a hosting vidéo qui se fasse là-bas, que les gens se fassent rémunérer sur Twitter, tout ce genre de choses. Il essaye de créer une plateforme universelle qui sera la plateforme, the big plateforme aussi. En fait, je pense qu'il cherche à créer l'univers Musk où Twitter remplace Twitter, l'ancien, remplace YouTube, ça remplace Facebook. Ensuite, son téléphone, ça remplace Apple et Android. Ensuite, son Internet, ça remplace les réseaux Internet. Et en fait, le mec, vous vous rendez compte du contrôle qu'il a? Et après, vous vous étonnez que j'aime pas qu'il porte la tenue le champion du diable. Il porte toujours cette image-là. C'est toujours la tenue le champion du diable. Et vous allez voir plus tard pourquoi c'est important et pourquoi les symboles, on dit que les symboles vont les perdre. Restez avec nous, on va vous expliquer un détail initiatique. Alors certes, il est en train de faire des choses qui vont dans le sens du plan, mais encore une fois, le plan, il n'y a rien qui nous dit aujourd'hui qu'il est pour nous, en fait. Vous savez à quoi je pensais aujourd'hui? Qu'à un moment, il explique qu'en fait, il n'y a que 10 personnes qui connaissent le plan. On est d'accord? Et de ces 10 personnes, il n'y a que 3 qui ne sont pas des militaires. Oui? Oui, tout à fait. Combien de têtes à la bête? 10 têtes. 7. Combien de cornes est là? 10. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, il y a 10 personnes qui connaissent le plan, 7 sont militaires. La bête, c'est l'armée, c'est les puissances armées. Et il y a 10 cornes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 pouvoirs supplémentaires qui viennent s'ajouter dessus, avec lesquels il utilise. Et ce sont les 3 cornes qui ont été retirées par la bête dans la vision de Daniel, etc. C'est quand même... Il faut faire très attention. Encore une fois, l'idée de changer le monde commence à changer soi-même. Hein. Tous ceux qui nous accusent de vous pousser à ne rien faire, non, au contraire. On vous demande de faire la chose la plus difficile. C'est changer vous-même pour que le monde change. Et alors que les autres, ils cherchent des solutions à l'extérieur, genre aidez-nous, faites le travail pour nous. Non, le message que nous on envoie, c'est pas rester à rien foutre. Au contraire, non, occupez-vous de vous et changez-vous et vous verrez le monde changer. On a parlé de Big Tech, de Starlink, de iPhone, de Tesla Phone, de tout ce genre de choses. Mais il y a aussi un élément important, c'est la Space Force également, qui vient d'être pour la première fois déployée et mise en activation officiellement au sein d'un corps de l'armée américaine. Alors si tu appuies Play, Léo, normalement c'est à la bonne seconde. Washington prend une mesure importante pour dissuader une guerre potentielle. Mardi, les États-Unis ont activé une unité de la force spatiale dans la région Indo-Pacifique. C'est en grande partie pour contrer l'agression du régime communiste chinois. C'est également la première unité de la force spatiale établie dans un commandement étranger. Par ordre du secrétaire à la Défense,
Les forces spatiales des États-Unis dans la région Indo-Pacifique sont activées à compter du 22 novembre 2022. Mardi, au camp H.M. Smith à Hawaï. On peut couper parce que là, ça va être des discours de généraux et ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est ce lien quand même. Elon Musk, il est un peu présent, beaucoup trop partout parce que faut savoir que la Space Force et SpaceX, ils sont liés puisque c'est SpaceX qui a fourni Falcon Heavy, donc le vaisseau, pour mettre quelque chose en orbite pour la Space Force. Et ça soulève beaucoup d'imagination et on peut s'imaginer beaucoup de scénarios et même des scénarios concernant la Chine et peut-être même des accords qui étaient passés en fait en sous-main pour réformer la Chine de Xi et ce genre de choses, justement en employant certaines méthodes particulières. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je sais pas. Moi, ça mettre dans le cadre de la dévolution et de se poser la question qui est au contrôle de l'armée américaine actuellement. Hein. Nous, on a des théories qu'on a développées dans les articles de dévolution et qu'on vous laissera consulter. Toujours est-il que la Space Force, c'est clairement un des héritages qu'a laissé le premier mandat de Donald Trump. On nous parle aussi des commandements Indo-Pacifiques, donc ce sont les fameux, comment on appelait ça là, les CENTCOM ou je sais plus, enfin quelque chose dont on parle aussi, notamment dans la dévolution. Les cocons. Donc je sais plus, les COCOM, je crois que c'était ça, ouais. Donc du coup, voilà, cette question-là se pose, qui est en contrôle de l'armée américaine? Et si jamais on a vu juste, et si jamais ce n'est pas l'administration Biden qui est au contrôle de l'armée américaine, effectivement, une information comme ça pourrait prendre tout son sens, d'autant que Q nous informe que dans l'Indo-Pacifique, il va se passer des trucs, hein. C'est un des premiers drops, là, où il parle de 4 navires qui sont déployés dans l'Indo-Pacifique, avec la Corée du... 5? Ouais, bon, ok. Donc, à voir. En tout cas, effectivement, c'est possible que ce soit pas anodin, même si on n'arrive pas, enfin, aujourd'hui, là, moi, je n'arrive pas bien à comprendre exactement cette pièce du puzzle, où est-ce qu'elle s'imbrique. C'est certainement pas une pièce qu'il faut jeter. Mais en tout cas, ce qui est important à noter, c'est qu'encore une fois, Elon Musk a mis le nez dedans, et ce gars-là, il porte la tenue de champion du diable. Moi, ça me reste là, ça passe pas. Je peux pas. Et vous allez comprendre pourquoi dans pas très longtemps. Donc, on a drops et décodage. Indépendance de l'Internet, à aborder le sujet. Oui, on avait vu ça parce qu'il y a maintenant, à cause de Musk, c'est l'opposition maintenant qui demande l'abolition de la section 230 qui donne tout pouvoir aux réseaux sociaux. Et du coup, qui leur permet aussi de censurer, de faire tout et n'importe quoi. Et si on fait tomber la section 230, on se trouve dans un gros problème légal avec la gestion d'Internet. Et là, il faudra poser à un moment donné quelque chose pour faire qu'Internet soit juste et qu'on puisse plus avoir... Mais je pense pas qu'on y ait encore dit. Je pense que c'est des choses... Je sais pas, mais il y a des choses qui doivent se produire avant. Mais si on a ces documents qui sortent où on voit que finalement la censure a été prise de manière complètement injustifiée par des gens qui disaient juste ça ne sert pas notre agenda politique, donc pensez à ce qu'elle a dit Marjorie Taylor Greene plus haut. Je veux dire, la section 230 risque d'être sacrément attaquée. Ok les gars, on vous donne une sorte d'immunité pour que vous puissiez bosser, en fait vous vous prenez pour les rois du monde et vous dites ah toi je te censure pas, sans processus, sans recours possible, sans possibilité de faire appel, sans possibilité de vous assigner en justice, alors que des gens ils ont perdu clairement leur gagne-pain suite à tout ça. Donc peut-être pas, j'en sais rien, encore une fois, j'essaye de connecter des fils. Voilà. Ensuite, on a le Vajra ou le Vaira. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Vajra est un mot sanskrit signifiant diamant et foudre. C'est un symbole important, un instrument rituel dans l'hindouisme et surtout dans la tradition bouddhique Vajrayana, voilà, auquel il a donné son nom. Mais plus intéressant, c'est que le Vajra est une arme ultime. Et c'est l'arme ultime qui a été utilisée par l'Indra dans l'hindouisme, par Marduk et par Zeus. Et ici, vous pouvez voir les représentations des 3 divinités, justement. Dieu, pour Zeus, ça s'appelait le foudre. Et en fait, et tous, ils ont vaincu quelque chose d'assez terrible avec cette arme-là. Je pense... Ouais, allons, continuons, parce qu'il y a cette partie... Alors, je ne sais pas si on parle maintenant ou après, mais gardez en tête ce costume. Parce que en mettant ce costume, Elon Musk, il se décharge de ce qu'il fait et il laisse le poids des choses qu'il fait à l'entité qui est représentée par cette tenue. D'accord? Vous allez comprendre, restez encore un peu, vous allez comprendre, c'est l'initiation, on va dire, dans certaines choses. Alors, 3 nouveaux drops de Q à décoder. Gardez en tête tout ce qu'on a dit pour Elon Musk, parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit ce soir est connecté. 3 nouveaux drops de Q à décoder en famille. Donc, le premier, c'est le 4964 du 27 novembre. Faites attention aux faux prophètes.
Je ne suis pas un prophète, il parle de lui-même, de Q. Vous n'êtes pas un prophète non plus. Nous ne sommes pas des prophètes, concentrez-vous sur la mission. Ce poste-là, il est dit pour une raison très simple, c'est que, pour moi, vu le moment qu'il est venu, je pense que beaucoup de personnes qui ont insisté, qui ont tenu bon sur la rhétorique de l'opération militaire, etc., maintenant, ils vont avoir raison. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est la tête qui fait... D'accord? Et les personnes finissent par s'auto-manipuler et se croire extrêmement importantes, genre, attends, moi j'ai tout prévu, attends, moi j'ai tout dit, et machin, là. Nous, les décodeurs ici, nous sommes à ce danger-là. Parce que bientôt, vous allez voir, tout sera révélé, et puis après, nous, on sera là pour dire, bon, bah, on a dit tout ça, maintenant, on n'a plus rien à dire. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est la tête qui gonfle. Il faut faire très attention avec ça. Dans mes prières, moi, je prie pour ne pas tomber dans le piège de l'arrogance et l'avidité. D'accord? C'est extrêmement... Et de l'orgueil aussi. C'est extrêmement important. Donc là, Q, du fait qu'il balance ce poste-là, il dit, attention à tous ceux à tous les médias patriotes, ne vous croyez pas plus important que ce que vous êtes. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les parents et l'enfant, on est d'accord. De cette même façon-là, il n'y a pas d'intermédiaire entre chaque individu et le créateur. Et du coup, on peut vous dire comment vous pouvez trouver votre propre relation avec les parents. Mais par contre, ça passe pas par nous, ça passe par vous et par des actes au quotidien que vous faites et par des choses et une attitude et incarner des valeurs et tout ça. Et c'est pas évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aimerait bien être du côté du Christ, en fait. Parce que vous avez vu le Christ, tout ce qu'il a fait et qu'est-ce qui lui est arrivé. Regardez nous aussi qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous arrive. Donc, il nous arrive quoi? Il nous arrive que des attaques, que des embrouilles, que des problèmes. Donc, bien sûr, on est protégé parce que papa est avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'en prend pas à plein la gueule. Donc, voilà. Prochain poste, 4965. Question-réponse. Du coup, quelqu'un demande s'il peut avoir une question-réponse et Q, il dit on s'entend. Donc, chaque chose en son temps. Donc, peut-être que bientôt, on va avoir une question-réponse avec Q, je ne sais pas. Et le poste 4966 qui est très intéressant, qui dit qu'est-ce qui est codé dans votre ADN? Votre existence.